Alors voilà une introduction au langage Python et à l'interface Spider que nous allons utiliser cette année. Alors concernant le Python, on peut peut-être se rappeler qu'il a été créé par ce sympathique personnage en 1990, Guido van Rossum, qui était fan des Monty Python. Ensuite, c'est un langage qui est utilisé aujourd'hui essentiellement dans le cadre de développement et de prototype. C'est-à-dire que c'est un langage qui permet aux développeurs, aux programmeurs, à partir d'un langage de haut niveau, de réaliser des applications de manière très rapide et très facile. C'est la raison pour laquelle il est répandu dans le domaine scientifique, que ce soit chez Google, à la NASA ou chez Blender. Et également, il est très apprécié dans le domaine de la recherche. Donc ici, j'ai mis un exemple d'application de géolocalisation des bateaux dans le logiciel Google Earth. Voilà, c'est un exemple intéressant. Ensuite, malgré sa simplicité, il faut savoir que c'est un langage qui reste puissant. Par rapport à des logiciels tels que MATLAB ou Maple, qui sont uniquement dédiés à des applications scientifiques, on s'aperçoit qu'il est capable de faire des applications scientifiques de la même manière, mais qu'il est relativement proche de langages tels que le C++ ou le Java, qui eux sont vraiment tous usages et polyvalents. Donc ça reste un langage qui est, malgré son domaine d'application scolaire, reste extrêmement bien placé. Ensuite, la raison pour laquelle on l'utilise principalement, c'est sa simplicité. Notamment par rapport au langage C++ ou au langage Java, par exemple, on s'aperçoit qu'il est vraiment très simple. On peut le constater sur cet exemple. Sur un programme de type factoriel, on s'aperçoit ici en langage C qu'on va avoir besoin de mettre de nombreuses accolades au début, à la fin de chaque boucle, de ne pas oublier les points-virgules, de ne pas oublier de déclarer les variables au préalable, tandis qu'en langage Python, on a une autodéclaration du type de variable, et puis on a une syntaxe qui est limitée à son minimum. Donc c'est extrêmement intéressant pour cette raison. Ensuite, c'est un langage qui dispose de nombreuses bibliothèques. Donc le mieux pour cela, c'est de le montrer dans l'interface Spider. Pour ça, au préalable, je vous présente les trois zones de Spider. La zone console, qui est également appelée Shell, où on peut vérifier la version Python que l'on a, à savoir que vous avez des mises à jour qui sont disponibles gratuitement sur Internet. Et puis donc, comme je vous en parlais, on a la présence de bibliothèques ici. Voilà. Alors ces bibliothèques, si on souhaite les utiliser, on va aller dans la deuxième zone de Spider, qui est l'éditeur. Alors l'éditeur, c'est quoi? C'est une zone dans laquelle on va rédiger des programmes, dans le but ensuite, non pas de les appliquer directement, comme c'est le cas dans la console, mais de les enregistrer ici, avec l'extension .py, et puis ensuite de les exécuter, soit ici, à l'intérieur de Spider à l'aide des commandes de lecture, soit à l'extérieur dans les commandes Windows. Alors si je veux utiliser les bibliothèques, je tape le nom de la bibliothèque et j'importe son contenu. Voilà. Alors ça me permet de vous présenter la troisième zone. Si je veux savoir ce qu'il y a dans cette bibliothèque, j'ai ici à partir du raccourci CTRL-I le contenu de la bibliothèque CPy, appelée également package ici. Dans cette bibliothèque, j'ai en fait tout un tas de modules qui sont en fait un regroupement en général sous forme de thèmes. Par exemple ici, cluster c'est pour les vecteurs, ftpack c'est pour les transformés de Fourier, etc. Donc on a tout un tas de modules, et si on veut avoir accès au contenu de ces modules, on va taper le nom du module. Là également, on a accès au contenu du module en faisant CTRL-I. Et cette fois-ci, on a accès à des fonctions qui sont déjà des fonctions en fait toutes faites et qui vont nous permettre de gagner énormément de temps. Par exemple, si j'ai besoin de faire une factorielle, eh bien j'ai la fonction factorielle qui est déjà toute faite. Si j'ai besoin de faire une dérivée, d'une fonction en un point, j'ai la fonction qui est présente. Et puis ici, bon, il se trouve qu'ils ont regroupé dans ce module la possibilité de redimensionner une image ou de la faire tourner. En général, dans un module, on trouve des fonctions de même thème. Bon, ici, c'est pas forcément évident, mais voilà. Donc en résumé, on a des fonctions
qui sont contenus dans des modules qui, eux, font partie d'une bibliothèque. Et toute la difficulté, c'est bien sûr de savoir quelles sont les fonctions existantes lorsqu'on veut réaliser un programme pour éviter de perdre du temps. Donc pour ça, le mieux, c'est quand même l'accès à Internet où toutes les fonctions sont recensées. Ensuite, il est intéressant de se rappeler que le Python est un langage interprété, c'est-à-dire qu'il est lu au fur et à mesure de son exécution. Ça n'est pas le cas de tous les langages. Par exemple, si on prend un exemple ici d'un langage réalisé en BASIC, lorsque vous voulez effectuer une opération, des opérations, vous rédigez un programme dans le langage, mais lorsque vous voulez l'exécuter, vous devez passer par une opération de compilation. D'accord ? Cette opération de compilation, elle aboutit à un langage, à un programme de ce type, qui est en fait une traduction en langage machine de ce qu'elle doit réaliser, du programme. C'est-à-dire qu'ici, au final, on se retrouve avec des codes binaires ou hexadécimales qui correspondent à ce qui est écrit ici en langage de type texte. Voilà. Donc, c'est vrai que lorsque l'on tape, par exemple, dans Spider, lorsque l'on tape une opération 6 plus 6, c'est vrai que on a l'impression que c'est évident, mais en fait, derrière, la machine ne fait pas 6 plus 6. Elle est obligée de convertir ça en langage machine, sauf que c'est transparent pour nous, c'est-à-dire que c'est interprété en temps réel. Voilà. Ensuite, il faut également comprendre ce que signifie la notion de langage de haut niveau. Alors, un langage de haut niveau, c'est un langage, comme on l'a vu précédemment, où on va taper du texte, on va taper un programme avec bien sûr des termes, alors en anglais, hein, bon, il faudra vous y faire. Et puis le langage, lui, est effectué, mais de manière de bas niveau. C'est-à-dire que la machine, elle, ne comprend pas le langage texte, elle va convertir tout en bas niveau, comme on vient de le voir. C'est-à-dire que lorsque vous faites, par exemple, ici, l'opération 6 plus 6 égale 12, en réalité, la machine fait une opération binaire plus complexe. 6 plus 6, en réalité, c'est comme si, alors je le rédige comme ça, mais elle n'est pas capable de comprendre ce que j'écris là. 6 plus 6, en réalité, c'est l'addition de ces deux chiffres binaires. Et ces deux chiffres binaires, il faut savoir que la machine, elle, va faire les opérations suivantes. Elle va faire un OU exclusif sur chacun des termes binaires, avec la présence d'une retenue. C'est-à-dire que lorsque je vais faire 0 OU exclusif 0, ça fait 0. D'accord ? Lorsqu'elle va faire 1 OU exclusif 1, ça fait 0. Simplement, elle va mettre en place une retenue dont elle va tenir compte par la suite. Par exemple ici, si je fais 1 OU exclusif 1, ça va faire 0, sauf que elle va prendre en compte la retenue et elle va faire 1. Et là aussi, elle va mettre en place une retenue. Donc lorsque je vais faire 0 plus 0, ça va faire 0, et je tiens compte de la retenue. Pardon, ça fait 1. Et on trouve bien 8 plus 4, 12. Voilà ce que fait la machine en arrière-plan. C'est-à-dire que lorsque vous tapez 6 plus 6 égale 12, c'est un langage de haut niveau. C'est une addition, c'est un langage de type texte qui vous est accessible. Mais la machine, elle, derrière, fait des opérations de bas niveau de ce type. Donc en réalité, ce qu'elle va faire, elle va faire l'opération suivante, elle. Voilà, je l'ai mis l'opération en binaire. On s'aperçoit qu'en effet, elle nous renvoie bien la commande. Donc, c'était une manière d'illustrer ce que fait la machine en arrière-plan. De la même manière, si je tape une opération d'impression, par exemple, si j'écris un texte, quelconque, hein, bien sûr. Voilà, lorsque je tape un texte, elle nous l'affiche dans sa console. Et bien en fait, là aussi, ça n'est pas une évidence, c'est-à-dire que ça, ce sont des commandes de haut niveau. Derrière, en arrière-plan, la machine, il est probable qu'à l'image de ce code assembleur, elle mette en place des commandes beaucoup plus complexes, qui consistent à travailler dans des registres, c'est-à-dire que on a des zones mémoire qui sont accessibles et qui vont permettre de commander l'affichage, de le paramétrer, puis d'y mettre du contenu.
Voilà, donc vous voyez la différence entre un langage de haut niveau qui est juste du texte, print, ou une simple opération d'addition, et une opération de bas niveau qui, elle, est plus complexe, qui est des opérations binaires. Alors, je peux donner encore un autre exemple de binaire. Si par exemple, voilà un exemple de code de bas niveau, vous allez décaler d'un bit le contenu de la valeur 6. C'est-à-dire que lorsque vous avez 6, en fait, c'est 4 plus 2. Si vous décalez tout d'un bit, ça va vous donner 0, 0, 1, 1, qui est bien le chiffre 3. Donc voilà, c'est vrai que ces commandes de bas niveau vont vous paraître pas forcément très utiles. D'une part, il est important de savoir qu'elles existent, et puis parfois pour certaines opérations, et notamment quand vous travaillerez sur des microcontrôleurs, elles vous seront utiles. Ensuite, pour terminer, rappelez que le Python est un langage qui est compatible avec toutes les plateformes, donc Windows, Linux, mais également Android, ce qui en fait un langage donc intéressant. Et puis c'est un langage qui est orienté objet. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous voulez faire un programme qui concerne des étudiants, avec leur nom, leur prénom, leur taille, leur niveau d'études, je ne sais pas, quand vous allez réaliser votre programme, vous allez utiliser un objet qui a été préalablement fait par d'autres programmeurs. Par exemple, ici l'objet personne, qui comprend des propriétés telles que le nom ou le prénom, et puis également parfois des fonctions. Ici, le fait d'être capable de se présenter pour une personne. Donc lorsque vous allez réaliser votre programme, vous allez créer un objet de type étudiant, vous aussi, mais qui va hériter des propriétés de son parent, ici l'objet personne. Et donc vous n'aurez pas à tout redéfinir, vous allez gagner un temps précieux dans le développement de votre programme. Voilà, pour terminer, juste, on peut souligner la présence ici dans l'éditeur du code UTF-8, qui est juste une manière d'utiliser tous les caractères présents sur votre clavier. On peut également noter la présence des commentaires sur plusieurs lignes, ou ici, sur une seule ligne. Voilà. Et puis, on verra plus tard que dans l'inspecteur d'objets, on a également l'accès aux variables. Donc si ici je déclare une variable, eh bien elle est automatiquement créée dans l'explorateur de variables au-dessus. Voilà, un petit point sur le Python et la console.